Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour notre forum d'échange habituel. Le Francis Attadé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en gouvernance. Mohamed Liamidi, expert en communication éditoriale et digitale, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir le plateau et bonsoir aux téléspectateurs. On retrouve un vieil ami de Ça se discute, Victor Bokor, expert électoral, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir au plateau et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent depuis les différents canaux. Oui, le Bénin vous salue. Nous saluons le Bénin. Voilà, nous allons parler de cette campagne de répression des infractions au cours de la route. Cette campagne qui a débuté il y a quelques semaines de cela, avec son lot de plaintes et de complaintes des motocyclistes. Le Francis Attadé, est-ce que, selon vous, ces plaintes sont toujours justifiées ou est-ce la responsabilité des citoyens, des motocyclistes qui fait plutôt défaut? Je crois que c'est une question de responsabilité des citoyens. Il est parvenu, je crois, au DGPR qu'il y a eu quelques déviances et un communiqué a été pris dans ce sens. Ce communiqué a été ventilé le 18 mars. Des numéros ont été communiqués, le numéro 166, le numéro 21, 31, 34, 81. Le DGP a bien fait de dire évidemment qu'au cas où certains citoyens seraient victimes de rançonnement, de bien vouloir informer les instances compétentes afin que les mises en cause soient punies, parce qu'il y a des sanctions disciplinaires. Il faut avouer évidemment que nous devons sécuriser nos routes. L'initiative est louable, salutaire. C'est vrai que c'est difficile pour les citoyens, mais je crois que pour toute réforme, il y a des résistances. Mais quand on y tient, on finit par comprendre. Dans plusieurs pays, en fait, même à côté, vous savez que c'est automatique. Parce que ça sécurise non seulement les citoyens, et ça sécurise l'état de la route. Je crois que pour les cas de déviance, on n'en compte pas trop. Il faut l'avouer. Il faut peut-être appeler les agents des forces de défense et de sécurité, notamment la police républicaine, à faire preuve davantage de professionnalisme. À part quelques coups de gueule que nous avions eus, notamment venant de d'Ahuawei, parce qu'il paraît que devant Cap FM, il s'est produit un incident. Quelqu'un serait en train de prendre un appel, il a stationné, et il prenait l'appel, il a dû enlever donc le casque. Quand la patrouille en venait à prendre par là, et puis bon, il a été interpellé, et paraît-il que les journalistes étaient au dehors, ils ont constaté, et ça a fait l'objet d'un coup de gueule d'Ahuawei. À part ça, je crois dans l'ensemble, tout se passe bien, puisque je n'ai pas eu d'autres plaintes que celles venant de d'Ahuawei. Et à ce titre, il faut appeler les citoyens à respecter évidemment les prescriptions pour que nous puissions sécuriser non seulement les citoyens, mais aussi qu'on éduque la population aux bonnes pratiques. Victor Bokor, est-ce que ce n'est pas plutôt la responsabilité des uns et des autres qui est en cause, puisque ça va de soi, le bon sens veut qu'on se sécurise quelque peu. On a eu l'habitude ici, peut-être que ça ne frappe pas assez les esprits de voir même des pères de famille porter un casque, trimballer leur progéniture sur des motos sans casque. Est-ce que aujourd'hui, ce à quoi l'État nous appelle n'est pas simplement remettre l'église au centre du village, nous appeler simplement à un peu plus de responsabilité? Et évidemment, François Xavier, il faut reconnaître que la mesure est salutaire puisqu'elle vise justement à protéger nos populations, nos citoyens. Écoutez, l'État a besoin des hommes en pleine santé, avec toutes les facultés mentales pour accompagner son désir de développement. C'est une mesure d'ailleurs qui ne date pas d'aujourd'hui, et ça nous le savons très bien. Qui a été reportée plusieurs fois. Plusieurs fois. Et là, nous en sommes maintenant à la mise en œuvre de manière diligente. J'avoue que c'est une question d'abord de responsabilité. Et écoutez, quand la mesure a été annoncée, certains n'y ont pas cru. Et d'autres même se sont dit, écoutez, bon, voilà, c'est pas évident que cela soit mis en œuvre. Mais dès les premiers jours, nous avons constaté en fait que la police républicaine a été prompte
dans sa réaction. Et donc le contrôle a été fait, les répressions ont été systématiques. Il faut déplorer, j'avoue, il faut déplorer, quoique notre police républicaine, elle reste en communion avec la population, elle accompagne la population, parce que la police républicaine que nous avons aujourd'hui, il faut l'avouer, elle est disposée à accompagner comme il se doit la population. On le voit dans le dispositif, on le voit dans toute cette sérénité qu'elle affiche dans nos différents carrefours et sur nos différents acteurs. Mais il en arrive que, par défaut de responsabilité de nos citoyens, ce petit équilibre, cette petite quiétude qui devait exister juste pour un laps de temps d'un contrôle, on en vient à quelques, si je peux m'exprimer ainsi, empoignades. À quelques empoignades. Et ces quelques cas se sont produits, il faut le reconnaître, malheureusement. Malgré toute la volonté, toute la dextérité, toute la sérénité de la police républicaine, il est arrivé quelques petits cas où des citoyens qui, pour refus ou pour quelques dispositions, des casques mal placés, sont arrivés justement à tomber dans les mailles. Il fallait que la police républicaine sévisse. Cela notamment a créé quelques petits grabuges, si je peux m'exprimer aussi. Il y a eu des coups de gueule un peu partout. Mais il faut reconnaître que la police républicaine est dans son rôle. Et c'est un devoir pour notre police de veiller à la sécurisation des infrastructures, des biens et des personnes. Il faut surtout interpeller nos citoyens, nos concitoyens à agir de sorte à ce que notre vivre ensemble ne soit pas perturbé par les humeurs. Je le dis par les humeurs. Écoutez, avec l'avènement des réseaux sociaux, et ça va un peu vite. Et ça amplifie l'information. Ça démultiplie l'information. Pour quelque chose qui peut être réglé tout de suite avec quelques injonctions, rapidement, un kidam en arrière prend une image ou un commentaire qui suit une image pour un casque un peu mal placé, et puis finalement, on embrase un peu tout le monde et finalement, ça devient difficile. Non, je pense oui. Il faut saluer le rôle qualitatif que joue la police républicaine et surtout interpeller nos citoyens à agir dans le bon sens. C'est de notre devoir, de notre responsabilité de respecter les mesures édictées et il est du devoir de la police de nous accompagner à ce que tout se passe bien. C'est ce que je pense. Mohamed Yamidi. Ben, je ne dirais pas que tout a été dit, mais évidemment, vous savez, la sécurité est quelque chose qui incombe, c'est un rôle régalien qui incombe à nos gouvernants. Et ils la mettent en œuvre à travers des institutions comme la police républicaine, comme le Centre national de sécurité routière, ainsi de suite. Donc, ce qui les amène à prendre un certain nombre de mesures qui ne visent qu'à sécuriser les citoyens. Parce que quand j'entends les gens dire eh bien oui, on nous a dit de porter de casque, on nous a dit qu'il faut avoir son casque, il faut acheter casque. Voilà, le pays est ci, le pays est cela, la situation est ceci, la situation est cela. Et bon, certains ont même dit, les gens ont faim, et vous leur dites de porter casque. Moi, je veux directement mettre la main sur le problème. Il faut comparer le coût d'un traumatisme crânien avec le fait de ne pas avoir d'argent. Avant même d'en arriver, oui, certes. Mais on ne souhaite même pas que ça arrive. Parce que de toutes les façons, quand vous dites que vous n'en avez pas et vous sortez pour aller chercher, mais il faut que vous soyez en vie, en sécurité pour vous assurer que vous serez toujours en mesure d'aller chercher votre gagne-pain. Et c'est ce qu'on veut amener les gens à comprendre. Et moi, je comprends le rôle de la police et des dirigeants. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à être sécurisés, mais ils ne vous diront jamais la manière dont ça doit être mis en œuvre. Ils viennent donc aux autorités de définir la manière dont ça doit être mis en œuvre. Et il est normal, il n'a jamais été normal que le conducteur porte un casque et que celui qu'on a remorqué ne puisse pas porter le casque, puisque nous courons le même danger. Aussi bien le conducteur que celui qu'on remorque, nous courons le même. À partir du moment où nous courons le même danger, il est normal que nous prenions les mêmes précautions pour prémunir le danger et éviter que le drame arrive. Donc à partir de ce moment, la mesure de porter du casque, pour moi, ça se passe de commenter. Quel que soit le moment qu'on aurait choisi pour mettre cette mesure en œuvre, il y aurait toujours de grincement dedans. Donc pour moi, le moment choisi, c'est le moment simplement, il fallait y aller. Maintenant, en ce qui concerne
ce qu'on est en train de dénoncer là, le rançonnement et tout, avant même le contrôle des casques, les gens se plaignaient de ces petites choses-là. Quoique, il faut reconnaître tout de suite que la police, je ne vous dirai pas dans sa nouvelle version, mais en tout cas la police républicaine, depuis que la réforme a été mise en œuvre, je dirais carrément depuis l'avènement du président Talon, il faut reconnaître que nous avons une police qui beaucoup plus est proche des populations, une police qui même dans la façon dont elle se déploie sur le terrain, la façon dont elle mène ses opérations, elle mène ses activités, ça amène beaucoup plus de quiétude aux populations, ça renforce la confiance qu'il peut y avoir entre la police et les citoyens. Quoi qu'il y a des moments, certaines opérations qui vont à la dérive, ça peut arriver du fait que la police, après tout, ce sont des hommes qui animent cette institution. Et c'est des gens qui sont faillibles. Il peut arriver qu'ils commettent des fautes. Ce n'est pas des infaillibles. Donc, il faut comprendre ça. Mais dans ce qui est fait là, il suffit de respecter la règle, porter le casque, s'assurer que cela est bien mis, que ça respecte dans une certaine mesure, je dirais, les normes. Donc que l'on demande ça aux citoyens, c'est pas encore trop demandé. Le fait de ne pas être en règle peut vous amener à vous retrouver en situation qui pourrait amener ce qu'on dénonce là. Quoique ce n'est pas une bonne chose. Et lorsque la direction générale de la police républicaine, que je salue au passage sous la houlette de l'inspecteur général qui est devenu inspecteur général de première classe, prend ces mesures-là, je dirais que c'est quelque chose de bien, aussi bien pour assurer les populations qui doivent se circuler sur les voies et amener encore les éléments de la police à être encore beaucoup plus professionnels. Il ne sera jamais assez de leur rappeler qu'ils doivent être assez professionnels et aux citoyens aussi de savoir qu'ils doivent essayer toujours, il n'y a pas de dérogation à ça, de respecter les règles éditées pour notre sécurité commune. Je pense il y a un point qui, on va dire, qui est un point d'écueil dans cette relation, en tout cas pour cette campagne de répression, ce sont les mises en fourrière systématiques. Est-ce que vous pensez que l'institution peut s'y prendre autrement? Parce que pour beaucoup de contrevenants, évidemment, on applique la loi, c'est tout à fait normal. Pour les petites bourses déjà qui ont qui, quand ils sont arraisonnés, ont à payer l'amende, avoir l'engin confisqué et se voir facturer des jours de fourrière, de manutention, ça crée encore d'autres charges. On peut se dire simplement que voilà, le citoyen a l'obligation de se mettre en règle, mais en disant cela, quand on voit le nombre d'engins parfois arraisonnés, est-ce qu'il y a matière, vous qui connaissez un peu bien l'institution, est-ce qu'il y a matière à faire autrement? Non, il n'y a pas autre formule parce que là, il faut d'abord sécuriser la moto du citoyen. Parce que quand il est en infraction, il est un contrevenant. Oui. Bon, il faut d'abord qu'il aille payer au service des impôts ce qu'il doit payer. Et puis, bon, quand il vient, il y a les frais de manutention. Maintenant, c'est à ce niveau que c'est tentant. Et je crois que le DGPR a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des manipulations d'argent. Et si on peut respecter ça, le citoyen qui est tombé dans les mailles de la police et qui a rempli les formalités va retrouver sa moto. Parce qu'il faut sécuriser la moto. Il n'y a pas autre formule que ça. Donc, mais ce qu'on peut dire et qui me paraît très important, c'est que dans cette opération, vous ne voyez que les motocyclistes. En ce qui concerne les conducteurs de voitures, mais je crois que cette opération a permis de faire plusieurs contrôles à la fois. Non seulement qu'on contrôle le défaut pneumatique, on voit l'usure, on voit le défaut de visite technique, le défaut d'assurance. Mais nous, on les laisse respirer pour le moment. On les laisse respirer pour le moment. Mais c'est une éducation aux bonnes pratiques. Et vous savez que le DGPR il est un peu vigilant puisqu'il rappelle à ces éléments. Oui, il est à l'écoute visiblement. Mais oui, si. Il rappelle les règles élémentaires, notamment d'éthique et de déontologie. Donc les prescriptions élémentaires. Donc chacun est tenu de respecter ces prescriptions pour que l'opération soit conduite à terme avec efficience. De sorte qu'on n'empiète pas sur la liberté des citoyens. C'est vrai que quelqu'un peut tomber dans les mailles de la police. Bon, je crois que j'ai un ami qui est tombé dans les mailles de la police parce qu'il a porté le casque,
Mais il y a une ceinture de... Oui, de sécurité. Il n'a pas fermé. Je crois qu'il n'a pas fait, il a été interpellé, et puis bon, on a mis casque débraillé. Donc, moi, je ne suis pas policier pour voir la qualification des infractions. Mais j'ai vu sur l'affiche casque débraillé. Casque débraillé. Bon, donc c'est vraiment que c'est effectivement débraillé. Bon, l'important c'est d'aller payer. Mais parce que quand vous portez le casque et que vous ne mettez pas la ceinture, oui, vous ne l'avez pas porté vraiment. Donc le citoyen estimait que non, ce n'était pas une infraction, que lui a son casque. Mais le casque doit sécuriser la tête. Donc je crois qu'il faut que les citoyens comprennent que les policiers sont là pour nous aider à mieux nous comporter, mais aussi à sécuriser notre vie. Je crois que mon frère Boko a bien fait de dire que l'État a besoin des citoyens, puisque le capital humain est important dans leur développement. Et il faut veiller évidemment à sauvegarder l'intégrité de la personne humaine. Et c'est pour cela que l'État ne gagnerait pas à voir ses citoyens mourir sur les routes, donc sur le l'axe routier. Et quand j'ai suivi le ministre de l'Intérieur procéder à l'évaluation pour justifier l'opération, c'est qu'il y a trop de morts sur nos routes. Et à l'occasion de la conférence de presse du 6 février, la conférence de presse à laquelle les agents du CNSR, les responsables du CNSR ont participé, il y a d'abord la lettre qui a été donnée avant que l'opération démarre le 1er mars. Oui. Donc je constate qu'il y a quand même une approche pédagogique et il faut que nous puissions continuer à sensibiliser les populations pour qu'elles acceptent de respecter les prescriptions de l'État central, mais aussi qu'elles sachent que ça va dans le sens de la sauvegarde de leur intégrité. L'État veille à ce que les citoyens soient préservés pour les avoir pour les œuvres de développement. Donc ce n'est pas une opération qui vise essentiellement, pour le nombre de Béninois, c'est que ça vise à renflouer les caisses de l'État. Non, ce n'est pas ça, c'est une éducation au code de la route et à la bonne conduite. Bon, en même temps, si ça vise à renflouer les caisses de l'État, c'est notre caisse, donc de toute façon. Non, le but de l'opération, ce n'est pas de renflouer. Le but de l'opération, c'est éduquer. Je le dis pour que, pour dire qu'on dit la même chose. Bon, si le citoyen se plaint a priori, ce n'était pas pour renflouer, mais a posteriori, mais ça permet de renflouer. Oui. Victor Boko, qu'est-ce que les deux parties peuvent faire de plus? Je parle du citoyen et de la police républicaine. Pour la majorité de ce concert, c'est que voilà, ça se passe plutôt bien, sans trop d'écart, même s'il y a eu quelques crispations ici et là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la police républicaine peut-elle s'y prendre encore mieux? Est-ce que les citoyens, une bonne fois pour toutes, ne doivent pas simplement intégrer ce qu'il y a à faire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire? Je pense moi pas que c'est une responsabilité partagée, tout en reconnaissant que la police républicaine a l'obligation de nous protéger. Il faut ramener la situation au fait que les deux parties ont fondamentalement besoin d'avoir le juste milieu. C'est-à-dire que la police républicaine doit continuer par œuvrer de manière beaucoup plus professionnelle pour éviter de tomber dans la provocation de certains acteurs, parce que des propos venant de certaines personnes pourraient amener rapidement à faire dégénérer la situation. Donc il faut inviter toujours la police républicaine à toujours être sereine, à faire preuve de professionnalisme. À l'endroit justement de nos citoyens, je crois que la sensibilisation, elle doit continuer. Certaines personnes ne comprennent pas encore le bien fondé du port des casques. Il faut réussir à accentuer la communication. Il faut faire les deux en même temps. Oui, il faut faire les deux en même temps. Oui. Et oui, quand c'est bien fait, il faut prendre dans les feux l'exemple. Voilà, vous voyez tel motocycliste, c'est bien fait. Et le casque, il est bien placé. Voilà, nous invitons les autres à prendre l'exemple sur lui. Tout cela participe à la pédagogie. Oui, à la pédagogie. Maintenant, moi j'ai un petit souci. Oui. C'est en fait ce que deviennent nos anciens une fois de l'autre côté au niveau de la police. Je vous assure, il faut tout faire pour que nos anciens ne partent pas là-bas. Moi, c'est ce que je veux dire en fait. Parce que quand les anciens ils vont, au retour, c'est des égratignures, et comme ça, je dis, bon, écoutez, s'il faut tout faire pour avoir son casque, c'est plus important que de laisser son ancien partir, parce qu'au retour, il est évident que
vous verrez quelques écorchures, quelques égratignures, parce que l'entreposage tel que c'est fait de l'autre côté là-bas. Parce qu'on peut supposer aussi que pour la police républicaine, c'est un coût aussi. Oui, c'est un coût. Écoutez, et puis il n'y a pas d'espace aussi qu'il faut pour garder votre engin. Si vous pouvez mettre autant de centaines de mille dans une moto, écoutez, il y a des motos qui vont jusqu'à des millions. Si vous pouvez mettre autant d'argent dans une moto, pourquoi ne pas faire le sacrifice de 8, 10, 15, 20 000 et 45 000 francs pour prendre un casque? Encore que là, quand c'est homologué, ça nous revient encore un peu plus cher. Oui, c'est un autre point du débat, bien sûr. Oui, Mohamed Yamidi, peut-être, pourquoi le faire en deux temps? Pourquoi ne passe-t-on pas directement au casque homologué? Là, en se faisant, en laissant faire, est-ce que l'État lui-même n'en prend pas la pleine responsabilité? Pourquoi le faire en deux temps, porter des casques, et puis maintenant, il faut des casques homologués? Je pense que ça n'est pas mal de le faire en deux temps, et si possible même en trois temps. Je n'ai aucune idée du troisième temps. Je le dis juste comme ça pour amener à comprendre que quoi. Ce que l'on recherche d'abord, c'est que le citoyen intègre la notion de se protéger lui-même quand il veut aborder la route, de se sécuriser. C'est ça que l'on recherche. L'objectif premier de la pédagogie, c'est ça. Quand il intègre cette habitude, progressivement maintenant, on va l'amener à comprendre que pour plus encore de sécurité et surtout de confort, parce que plus, c'est-à-dire que le casque, plus il est de qualité, plus vous avez du confort quand vous portez ça et tout ce qui peut aller avec. Donc, ça, ce serait le deuxième temps et peut-être qu'il y aura un troisième temps, je n'en sais rien. Donc, je pense que le faire de cette façon, ça n'est pas mal. Faisons le point d'abord au niveau du premier temps, l'objectif premier. Que l'on se rende compte que effectivement les gens ont intégré l'habitude. Il est vrai aujourd'hui quand on voyait pratiquement c'était le 1er mars. On n'a pas encore le 30 mars. Au bout de 30 jours maintenant, en moins de 30 jours, vous ne verrez aucun motocycliste circuler sans le casque et la personne qui l'a remarqué. Moi j'ai même vu à Porto-Novo quelqu'un qui était remarqué dans la cargaison au niveau de l'électricité. Il était derrière, c'est pas lui qui conduisait, il était dans la cabine. Et puis, il a porté son casque. Quelque chose qui m'a fait rire. Je me suis dit que bon, ça veut dire que si on amène les gens à comprendre, ils peuvent comprendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau de ce que... Comment il faut le faire? Donc vous pensez que c'est pas problématique qu'on laisse les gens porter des casques, des casques potentiellement qui ne les protègent pas, des casques défectueux, pour qu'ils, oui, parce que si on s'entend bien, ce qu'on veut éviter, c'est les traumatismes crâniens. Évidemment, c'est cela. Alors, casque défectueux ou casque, le bitume est le même. Donc, est-ce que ce n'est pas... est-ce qu'on ne gagnerait pas à aller vers simplement ce qui nous protège réellement. De l'objectif de la chose? Si c'est juste une question d'habitude, c'est un peu trop cher payé. Je ne dis pas que c'est juste une question d'habitude, mais il faut d'abord que ça vienne et ensuite qu'on fasse le second pas. Parce que il ne faut pas occulter le contexte sociologique. Nous sommes dans un contexte où débourser pour acheter le casque était déjà un problème pour les citoyens. On veut les amener à faire ce pas. Si on amène l'objectif au second niveau directement, ça peut paraître compte tenu de la réalité. Après tout, on veut qu'ils se sentent sécurisés, qu'ils aient la volonté eux-mêmes, qu'ils comprennent. C'est pour ça que je dis qu'on peut aller en deux temps de cette manière. Parce que la pilule, bon, de toutes les façons, c'est difficile, c'est dur à avaler. Mais il n'y aura pas de bon moment. Même si on dit que c'est à partir de 2025 qu'on va commencer par contrôler, il y aura toujours des gens qui ne seront pas ou pas avant 2025. Donc, c'est déjà bien de commencer. Et en même temps, de commencer par avertir que le casque doit être homologué. Là-dessus, on peut maintenant encore donner un délai. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer par contrôler. On a donné un délai pour le contrôle. Donc, là-dessus, on pourra encore donner un délai pour dire qu'à partir de tel moment, il faut aller à tel... Là, de toutes les façons, les gens ne diront pas qu'on les est tombés dessus comme ça. Donc, ils auraient pris le temps de s'apprêter. Je pense que dans cette
c'est important pour adoucir un peu les choses. Et aussi, il y a aussi l'effet, de mon point de vue, l'effet psychologique du fait que bon, vous avez porté le casque, vous êtes protégé, les gens roulent moins vite. Quelque part, soi-même, on se dit que on porte sa sécurité. Ça devient quelque chose, je dirais, c'est comme un conditionnement. Et donc, à partir de ce moment, les gens aussi font un peu plus attention et ça participe à la sécurité des usagers de la route. Et donc, à partir de ce moment, je pense qu'on peut le faire comme ça. Maintenant, il y a un point que je voulais embrayer là. La question de fourrière ou pas fourrière, ce qui est dessus, ça a un coût pour la police et les gens doivent y faire face. Quand on dit aux gens qu'il faut éviter que la moto aille là-bas, il leur revient à eux-mêmes de comprendre et de choisir parce que si la moto va, il y a la manutention et tout le risque qui va avec. Ça fait que si ça revient, ça ne reviendra pas forcément dans un état. Puisqu'on sait comment la manutention est faite en réalité. Donc, c'est ça qui amène ça. Si vous ne voulez pas ça, alors vous savez ce qu'il y a à faire. C'est aussi regarder le risque en face pour voir est-ce que ça vaut la peine de courir ce risque-là. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour les conséquences du fait de ne pas être en règle, alors faites le nécessaire pour être en règle et ce qu'on déploie là ne viendra pas et tout le monde va se retrouver. Maintenant, moi, par rapport à l'aspect professionnalisation, on parle de vitesse et tout, pour moi, le contrôle doit être permanent et il faut encore redoubler d'ardeur. C'est-à-dire qu'il faut amener le citoyen à être de plus en plus correct. On ne va pas se limiter à ce niveau-là. Tout ce qui concerne le contrôle de vitesse, le fait de circuler normalement dans les couloirs, tout un ensemble. Je ne vois pas encore assez de discipline de nos citoyens, de nos concitoyens sur la route, sur la voie publique. Quand je vois ce que les gens font sur la voie, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut encore aller un peu plus de contrôle. Et plus de contrôle, plus de... Ça doit être permanent, de sorte que quand les gens se mettent dans la rue, pour ne pas dire sur la route, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un comportement à adopter qui va d'abord les sécuriser eux, mais aussi sécuriser tout le monde. Oui. L'autre, Francis Attali, cette question de casque homologué, vous trouvez que la démarche est bonne? Il faut aller avec les casques, ce qu'on trouve en attendant d'aller avec des casques homologués. D'autres ont avancé cette idée de subvention, d'implication de l'État dans la subvention des casques homologués. On sait ce que ça a créé par le passé, des rentes pour certaines personnes, ça en enrichit beaucoup. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a entre les deux, on peut trouver la possibilité d'offrir aux citoyens des casques un peu plus aux normes de ce qui est attendu? Il faut d'abord faire observer que le gouvernement est conscient des capacités et de la morosité de la vie. Donc on sait que ce n'est pas facile à un citoyen béninois de débourser 15 000 francs pour s'acheter un casque aujourd'hui. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est déjà développer le réflexe du casque chez le citoyen ordinaire lambda. Puisque nos partenaires qui sont venus des États-Unis, les partenaires américains, ont été exigeants. Il faut les casques aux normes. Mais je crois que le ministre de l'Intérieur qui a échangé avec eux a dit non, mais c'est bien que nos citoyens soient en capacité de porter un casque. C'est le premier niveau. Par la suite, nous allons mettre des exigences pour que nous portions les casques homologués. Bon, ce qui est inadmissible, c'est les casques qu'on retrouve sur les chantiers là, parce que j'en ai vu quelques-uns qui ont porté ces casques, mais qui ont été interpellés. Parce que c'est un peu comme s'ils défiaient en fait le système. C'est pas possible. Mais il arrive aussi, j'ai vu pas 2 ou 3 fois certains qui ont violé. Le feu même était rouge, mais comme ils n'étaient pas en condition et savent qu'ils sont interpellés, ils ont pris le sens interdit. Et ils ont été poursuivis, mais je crois qu'il faut que les policiers fassent plus de sagesse. Parce qu'en détournant le circuit et en prenant le sens interdit, il peut engendrer des accidents et le pire peut arriver. Donc il faut que dans l'application de la règle, qu'on fasse preuve de bon sens. C'est tout. Un citoyen qui sait qu'il n'est pas en règle et qui a violé, par exemple, un feu rouge et qui a pris le sens interdit, c'est qu'il est en infraction. Il a aggravé, c'est une situation aggravante. Donc, si on peut lui mettre la main dessus, c'est tant mieux, mais dans l'hypothèse où on ne pourra pas, il ne faut pas qu'il soit auteur d'autres accidents. Bon, maintenant, la mesure qui a été prise, elle vise essentiellement
à préserver la vie des citoyens et il faut communiquer, sensibiliser là-dessus. Au besoin, il faut trouver de petits spots publicitaires pour montrer comment on porte un casque. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment on porte un casque. Les gens estiment que ce n'est pas très indispensable pour celui qui est derrière, surtout quand c'est les enfants de 7 ans et autres là. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il a peut-être 2 enfants, 3 enfants, qu'il a mis sur sa moto. Je me rappelle qu'un lundi matin, je devais aller faire une émission à la télévision nationale à 6 heures. J'ai vu des élèves derrière la moto de leurs parents, mais ils n'avaient pas le casque. Ils étaient à Gras, ils ont été interpellés, et puis bon, on a descendu les élèves. Les parents disaient que, ah non, ils ont quoi, 7 heures, mais c'est pas possible. Mais lui, il avait un casque. Lui, il a pris ses mesures pour être en sécurité, mais il ne sait pas que les enfants qui sont les citoyens béninois ont aussi besoin d'être sécurisés. Donc il faut évidemment que nous apprenions à respecter les règles, les prescriptions, pour éviter de tomber dans les mailles de la police. Parce que la mesure, c'est qu'il faut comprendre que, in fine, c'est pour nous-mêmes. Donc, le gouvernement fait l'effort de développer chez nous des réflexes qui vont nous amener à nous protéger pour être plus utiles à la nation. Oui, je reste avec vous pour insister quelque peu sur cette question des casques homologués, parce que je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand vous dites préserver la vie, est-ce qu'encore une fois, ça ne pose pas une question de responsabilité de l'État en autorisant des casques fluoratés maintenant dans un premier temps et des casques homologués? Je voulais même en arriver là. Est-ce que ce n'est pas un problème en réalité de dire aux gens ou de fermer les yeux, de dire bon, mettez des casques sans pour autant s'enquérir de la qualité des casques? Est-ce que ça protège vraiment la vie? Et se dit, ils vont le prendre un peu plus tard, quand ils seront habitués. Est-ce que c'est pas, ça ne pose pas un problème? Non, le coût d'un casque homologué, je crois que par rapport à la bourse actuelle des citoyens béninois, pose problème. Donc on peut subventionner. C'est un peu prohibitif. Si l'État, dans la mesure du possible, peut subventionner, tant mieux. Mais de toute façon, les citoyens eux-mêmes en viendront à acheter parce qu'ils sont tenus, ils savent que ça va. C'est pourquoi il faut développer le réflexe chez eux. C'est eux-mêmes qui vont exprimer le besoin d'avoir des casques, parce que ce qui est homologué que j'ai vu, mais ça laisse encore en arrière une ventilation. Donc vous avez un confort. Puisque j'ai vu, ils ont présenté, vous avez un confort. Il vaut mieux avoir ce confort et être sûr que dans l'hypothèse où un accident se produirait, que ça puisse amortir le choc. Voilà, ça va amortir le choc. Donc il ne sert à rien de se mentir soi-même. Vous êtes conscient que votre casque n'est pas homologué, vous êtes conscient que ce casque, en guillemets, pour utiliser un mot que la police utilise, débraillé. Et puis bon, vous le portez parce que vous croyez jouer avec, faire de l'esprit à leur dépens. Non, c'est vous-même qui êtes impliqué et le malheur ne peut que frapper vous-même. Donc il vaut mieux être sincère envers soi-même, puisque c'est un peu comme les enfants qui vont à l'école, qui croient qu'ils vont à l'école parce que les parents veulent qu'ils aillent à l'école. Ils ne savent pas, ils sont conscients, ils ne sont pas conscients que c'est pour eux-mêmes. Il faut que les citoyens béninois sachent que le port de casque, c'est d'abord pour bien. Et même ceux qui ont des véhicules, ça peut arriver que votre véhicule tombe en panne. En panne, effectivement. Et que vous soyez obligé d'aller chercher un mécanicien quelque part. Entre le lieu où la panne s'est produite et le véhicule s'est immobilisé et le garage, le mécanicien que vous devez aller voir, mais il faut bien que vous puissiez avoir un casque. Donc il faut que chacun s'arrange pour avoir au moins ça, on ne l'avait pas perçu. Maintenant, vous nous donnez. Xavier, non, sur la question de l'homologation, vous posez un problème sérieux. Écoutez, nous parlons de la sécurité de nos concitoyens, de la sécurité de nos populations, nous parlons de traumatisme crânien. Je ne pense pas qu'il y ait de délai. Non, c'est de la responsabilité de l'État de tout mettre en œuvre pour que nous puissions avoir accès aux casques homologués. Pourquoi est-ce que je le dis? Écoutez, le port de moto entre avec des casques. Qu'est-ce que nous acceptons à l'intérieur? Si nous acceptons des casques qui ne sont pas homologués, nous permettons à nos populations d'aller vers ces casques-là. Mais si par contre, nous faisons une politique qui permet à ce que les casques homologués entrent, les populations auront plus Ils n'auront pas d'autre choix que d'aller vers les casques homologués. Et mieux, au niveau des représentants de certaines structures qui nous livrent ces motos, il peut avoir de manière formelle des injonctions
à l'endroit de ces derniers-là pour que ces motos soient accompagnées de casques homologués. Écoutez, dans votre importation, nous vous laissons le libre choix d'aller vers vos fournisseurs, mais nous vous exigeons d'accompagner vos motos avec des casques homologués. Cela pourrait être intégré au coût des motos et donc ils trouveront la formule nécessaire pour que les populations puissent avoir accès aux casques homologués. Sinon, je dis, le problème il va demeurer parce que nous n'aurons pas réglé comme il se doit ce problème de casque. C'est déjà bien que cela rentre dans les habitudes, mais il serait tout à fait normal que de part et d'autre, les dispositions soient prises pour que nous ayons accès de la manière la plus facile à ces casques homologués. Mohamed Lamini. Homologation, ce qui est sûr, ça viendra. Parce que, oui, ça viendra. Parce que si on fait une politique où les motos viennent avec les casques homologués, ce qui est une chose, maintenant il reste l'autre point de l'histoire. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur moto qui ont acheté de moto. Ceux qu'on remorque, ceux qui prennent les îles. Donc, élargir ça pour que les casques homologués puissent rentrer suffisamment et que les gens puissent avoir assez. Évidemment qu'il faut définir la politique. Maintenant, c'est comment définir la politique aussi qu'il faut envisager avec beaucoup plus de sérénité. Parce que vous imaginez, quand j'imagine le nombre de personnes qui se déplacent à moto et subventionnées, et je n'ai même pas fait le calcul à la place du ministre des Finances ou du président, mais je crois que ça m'a l'air lourd. Donc pour en arriver là, maintenant l'un dans l'autre, il y a aussi d'autres priorités. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Sur ce point, franchement, ça peut être adossé au budget de la santé. Je n'ai pas fait preuve de ma de ligne d'habitude, je ne pourrais pas le faire parce que je vais devoir être flexible. Vous tenez dans mes analyses. Oui, parce que la réalité est là, quoi. Puisque je suis dans le peuple, je vis avec des gens. Nous aussi, on est dans le peuple. Nous sommes tous dans le peuple. Je vis avec des gens. Ce que nous disons, c'est les moyens que nous trouvons pour aller vers l'homologation. L'aspect que Francis a souligné tout à l'heure, à savoir que ceux qui ont des voitures, bon, on est tous concernés. Donc il faut aussi penser à ça. Maintenant, en ce qui concerne pour moi, et j'insiste là-dessus parce que tout part de l'éducation à la sécurité routière, la répression, parce que les mesures, avant même d'être répressives, sont d'abord dissuasives. Dans la rue, on ne pourra pas éduquer les gens. Donc, il faut remonter plus loin pour voir à quel niveau il faut aller mettre l'éducation à la citoyenneté, parce que ça fait partie de la citoyenneté. Donc, comment les gens doivent se comporter dans la rue? Est-ce que c'est déjà au niveau de l'école? Est-ce que c'est au niveau du secondaire? Est-ce que c'est ainsi? Il faut voir quand même, parce que des enfants déjà... L'éducation à la sécurité routière. Oui, parce que des collégiens déjà peuvent avoir des motos et se faire remonter. Donc, il faut déjà remonter un peu plus loin pour voir à quel niveau on peut intégrer ça pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, vous allez dans la rue. Vous passez, que vous soyez à voiture, à moto, vous voyez des gens qui, à la limite, ne savent même pas comment on traverse la rue, qui ne comprennent même pas les signalisations horizontales là, au sol. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il faut traverser? Où est-ce qu'il ne faut pas traverser? Le feu rouge, le feu vert, qu'est-ce que ça dit? Les gens ne comprennent pas. Et quand vous regardez l'attitude que les gens ont dans la rue, pour ne pas dire sur, je préfère dire sur la route, quand vous regardez l'attitude que les gens ont sur la route, les conducteurs aussi bien de véhicules que de motos, je pourrais encore comprendre, mais de véhicules, vous avez l'impression que ce qu'ils apprennent dans les centres de formation, éducation routière, ils mettent ça carrément de côté quand ils viennent sur la route, et ils font carrément, c'est comme encore un autre code, et ça pose tout un problème. Donc, c'est tout ça qui parfois peut expliquer les difficultés que la police a à exercer son contrôle sur l'immigration. Et quand on vient vous arrêter pour dire que vous avez commis un essai de vice et autres, les gens se disent non, comment ça se fait? Et on trouve que les policiers exagèrent. Plus le citoyen sera responsable, va se comporter au mieux sur la route, mieux on sera tous le en policier sécurité. aussi sera professionnel et on sera tous en sécurité. En sécurité. Merci Mohamed Yamini. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Oui, c'est déjà fini. Le Francis Atali, merci à vous pour la pédagogie. Vous êtes expert en gouvernance et Victor Bouko, expert électoral, qu'on retrouvera très vite. Vous en prenez l'engagement? Je suis disposé. Vous êtes disposé, voilà. C'est la soirée. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis pour retrouver bien évidemment nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Télé avec vous, pour vous.